Hop. Donc, déjà, merci à tous d'être présents pour ce rendez-vous CoPro. Donc, qui va être donc sur les systèmes de ventilation adaptés aux bâtis anciens. Hop, donc moi, dans un premier temps, je suis Mathias Sanchez de l'Agence parisienne du climat. Donc, je vais vous présenter un petit peu le webinaire d'aujourd'hui et faire une petite introduction. Ensuite, ce sera Patrick Fraisse, le directeur général de VTI Aérolique, qui vous parlera de la ventilation collective, suivi de François de Fonréau, architecte et designer, qui vous parlera de la ventilation en individuel. Et ensuite, Thomas Renaudin, donc mon collègue de l'APC, de l'Agence parisienne du climat, qui parlera de l'organisation en copropriété. Et pour finir, nous aurons un petit temps de questions-réponses, s'il y en a, et je suppose qu'il y en aura. Donc, il y a un volet questions-réponses que vous pouvez avoir en bas ou discussion, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez tout au long du webinaire. Donc, on y répondra à la fin ou pendant le webinaire. Donc, nous, l'Agence parisienne du climat, on est une association qui a été créée en 2001 par la ville de Paris pour accompagner la mise en œuvre du plan climat air-énergie avec le soutien financier de l'ADEME Île-de-France et donc la ville de Paris et aussi pour but de lutter contre le dérèglement climatique. Et donc pour ça, on a différents types d'animations. Donc des conseils gratuits sur la rénovation énergétique, des conseils sur les éco-gestes dans le logement, l'incitation à la réduction des déchets, du décryptage de politiques publiques, de la communication et de l'information sur le climat et l'environnement, et encore d'autres animations, mais aussi d'autres activités, d'autres webinaires comme on fait aujourd'hui. Donc on a différents types de publics, les particuliers, les professionnels, les décideurs locaux internationaux. On a vraiment des activités qui vont être assez variées. Et cet accompagnement, il se fait aussi en partie grâce à la plateforme Coach CoPro, qui va permettre un accompagnement gratuit par des conseillers spécialisés. Et donc, sur cet outil, vous trouverez différentes fiches de site, de la documentation, des vidéos, un annuaire de professionnels qualifiés. Et ça nous permettra à nous de pouvoir suivre les copropriétés dans leur rénovation énergétique. Donc, après cette brève intervention et une présentation de l'APC, donc là, on va voir pourquoi ventiler. Donc, qu'est-ce qui va être, pourquoi il est important de bien ventiler son intérieur. Donc, dans un premier temps, par rapport à la qualité de l'air à l'intérieur et au niveau de la santé des occupants. Donc là, ça va être plutôt, je vais parler rapidement des gestes qu'on peut mettre en place avant de poser du matériel ou en même temps que la pose de matériel. Donc la ventilation, ça va permettre d'évacuer les polluants qu'il y a à l'intérieur du domicile, qui vont être présents sous plusieurs formes, qui vont être avec du dioxyde du carbone, du monoxyde de carbone si on a des chaudières, l'humidité, différents composés organiques qui peuvent être présents à cause de peinture ou de meubles achetés en commerce, etc. Du radon ou autres composés si on habite dans des vieux logements. Et donc ça aussi, ça va être se faire par l'entretien, comme vous pouvez le voir, des grilles de ventilation. Donc dépoussiérer, dégraisser à l'eau tiède, ne pas obstruer les grilles de ventilation. Ça, c'est quelque chose qui va être important de bien mettre en place pour qu'il y ait une ventilation correcte qui se fasse dès lors qu'on a des grilles. Ne pas laisser l'humidité s'installer. Donc ça aussi, c'est ce que va permettre la ventilation. On va revenir dessus un petit peu plus tard. Le fait d'avoir de l'humidité, ça va être aussi plus difficile à chauffer puisque l'air humide est beaucoup plus dur à chauffer que l'air sec. Donc ça va entraîner une augmentation de l'inconfort thermique, la dégradation de la qualité de l'air, comme on l'a dit plus haut, et aussi des moisissures qui peuvent arriver. Et donc là, on va pouvoir traiter par exemple avec du vinaigre blanc ou de l'eau oxygénée.
Et en plus de ça, donc l'aération du logement qui va être très important, puisque la ventilation va permettre un renouvellement de l'air, mais de ouvrir correctement en grand les fenêtres pendant 5 à 10 minutes par jour va permettre un renouvellement complet de l'air, qui va être aussi important. Euh, et ce, même si l'on a déjà une VMC. Et c'est bien important de le faire seulement 10 minutes et pas plus pour pas que les murs aussi se refroidissent. Et donc, qu'il y ait après une surchauffe, enfin qu'on ait à de nouveau chauffer qui entraînerait une surconsommation. Donc il y a techniquement aussi pourquoi il faut ventiler, puisque les isolants ils sont assez sensibles à l'humidité et donc ça peut dégrader la capacité à isoler s'il est humide. Euh, un mur sèche aussi beaucoup moins facilement euh, avec l'isolant. On peut également obtenir des aides financières avec la ventilation. Une ventilation mécanique dans un projet d'isolation peut être un critère d'octroi d'aide. Ça peut entraîner un gain suffisant pour pouvoir obtenir des aides collectivement, mais aussi des aides individuelles si vous le faites en projet individuel. Donc, je sais pas si. Donc là, je vais passer la parole à Monsieur Fraisse. Est-ce que Thomas, on a Alors, normalement, PowerPoint? Monsieur Fraisse, là, vous pouvez reprendre la main directement, si vous pouvez nous partager votre écran. Oui, il faudrait. Est-ce que vous pouvez activer la vidéo également, s'il vous plaît? Je vais partager je vais partager ma présentation, en effet. Alors, si j'arrête la mienne, normalement, vous peut-être mettre la vôtre. Bon, après, c'est pas capital. Le plus important, c'est qu'on voit ma présentation, bien sûr. Je ne sais pas si je peux le faire à votre place, je vous avoue, activer votre vidéo. Enfin, En là, en fait, tout moi, cas, là, on voit votre présentation, ouais. voilà, quand j'essaie d'activer ma caméra, si vous voulez, il est écrit que vous l'avez arrêté, enfin que c'est vous Ah, qui avez d'accord. la main dessus. Donc voilà, c'est à vous de pouvoir l'activer. Moi, je peux pas le faire là. Mais après, Alors, voilà, c'est pas non plus le plus peut-être là, important. vous devriez, peut-être vous pouvez réessayer, ça devrait marcher maintenant. Euh, voilà. Ouais, voilà, c'est bon, parfait. Ok, Désolé. non, pas de problème. Bon, ben merci, merci déjà à l'Agence parisienne du climat de permettre à VTI de s'exprimer sur le sujet de la ventilation, qui est sa spécialité. J'ai juste un problème. Attendez, hop. J'ai un problème de visu. Voilà, hop, ça c'est bon. Est-ce que vous voyez bien ma présentation là? Euh, Là, on le voit, mais on le voit en Ah, mode de façon présentateur. ouais, pas Ouais, terrible. Ah, attendez, hop. ouais. C'est mieux? Ouais, parfait. Ok. Merci beaucoup. Alors ben déjà oui, merci à l'Agence parisienne du climat de nous permettre de nous exprimer sur le sujet de la ventilation, qui est notre spécialité. Donc moi je suis Patrick Fraisse, directeur général de VTI. J'ai accepté cette invitation avec plaisir. Nous intervenons auprès de l'Agence parisienne du climat depuis 6 ans, je pense, ou un peu davantage. Et, euh, et en fait, ces interventions de VTI ont fait suite en fait à une réponse à une newsletter de l'Agence parisienne du climat sur la ventilation, qui parlait de VMC, mais qui ne parlait pas des solutions de ventilation basse pression et des solutions de ventilation hybride. Alors bon, c'était pas du tout une occultation de ces solutions-là, c'est juste que l'Agence parisienne du climat à ce moment-là n'avait pas été sensibilisée à ces solutions. Et je dois reconnaître et saluer l'ouverture d'esprit de l'Agence parisienne du climat, qui a tout de suite répondu à mon email, a accepté que leur présente nos solutions. Et depuis ce jour-là, vous voyez, j'interviens auprès de l'Agence parisienne du climat pour ses conseillers techniques
ces conseillers énergie, aussi bien que pour des copropriétaires ou des professionnels. Donc voilà, merci à l'Agence parisienne du climat. Donc aujourd'hui, je vais parler des solutions de ventilation adaptées aux bâtiments parisiens. Je vais démarrer par une petite présentation de VTI. Donc VTI, c'est une entreprise qui aura 40 ans l'année prochaine, contrairement à ce qui est écrit là, qui a 24 solutions de ventilation à son catalogue. Là, la diapositive n'est pas à jour. Nous avons 1200 installateurs partenaires qui travaillent, qui installent nos solutions, qui sont formés à l'installation, au paramétrage et aux mises en service de nos solutions de ventilation. Et nous avons un bureau d'études interne, aussi bien pour les études que pour la conception et la R&D, qui conçoit voilà nos solutions, les fait breveter, les fait certifier sur plusieurs plans, hein, aérolique, acoustique, thermique, enfin toutes les certifications qui peuvent exister, y compris électromagnétiques, etc. Donc voilà, les solutions VTI sont des solutions qui sont entièrement certifiées. Voilà, que vous dire de plus sur l'entreprise? Une entreprise de 40 collaborateurs qui est basée à Frontignan. Frontignan qui se situe entre Montpellier et Sète. La raison d'être de notre entreprise, nous l'avons formulée récemment, c'est garantir une qualité d'air intérieur optimale aux copropriétaires et locataires en concevant des solutions de ventilation performantes et connectées à moindre coût énergétique et environnemental. Donc je pense que ça reflète bien notre activité. Alors tout à l'heure, M. Sanchez vous a parlé de qualité d'air intérieur, donc je ne vais pas vous noyer d'informations et de chiffres. Il y a certaines informations qui sont importantes quand même à retenir, dont on ne nous parle pas souvent, hein, notamment dans les médias traditionnels. On nous parle beaucoup de pollution de l'air extérieur, avec de la circulation alternée, avec des alertes pollution, etc. Mais on nous parle assez peu de la pollution qu'on retrouve à l'intérieur même de notre habitat. Et en général des milieux clos en fait, hein, y compris les bureaux, les voitures, à l'intérieur des voitures, en fait tous les milieux qu'on appelle confinés. C'est un moment qui a été d'une actualité brûlante il y a quelque temps. Et voilà, donc on a un air, si vous voulez, qui est dans ces milieux clos et pollué entre 5 et 8 fois plus qu'à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on ignore souvent. Cette pollution-là, elle est à l'origine de 20 000 décès environ par an en France. Elle crée des troubles des voies respiratoires. Elle peut être à l'origine de cancers, de problèmes divers et variés. Le défaut aussi de ventilation peut être aussi à l'origine de problèmes de concentration avec des niveaux de CO2, lorsque les niveaux de CO2 sont élevés. Ça a été étudié très rapidement. Si vous voulez, les capacités cognitives des êtres humains déclinent en fonction du niveau de CO2 présent dans une pièce. Donc, c'était aussi d'actualité et ça l'est toujours, surtout dans les grandes métropoles, puisque beaucoup de gens sont encore en télétravail. Donc, un milieu mal ventilé entraîne une perte de productivité certaine. Et après, un chiffre qui est quand même assez éloquent, c'est le coût pour la collectivité nationale d'une mauvaise qualité d'air intérieur. Donc, on a parlé voilà, de chiffres de santé, etc. Donc, ça peut se lier aussi à de l'absentéisme, à d'autres conséquences. Ça coûterait environ 19 milliards d'euros par an à la collectivité nationale. Donc voilà, à droite, vous voyez les polluants qu'on retrouve. Hein. On retrouve le monoxyde de carbone, les COV, le dioxyde de carbone, dont on a parlé, le radon. Enfin voilà, je pense que c'est pas forcément la peine de s'apesantir sur tous ces polluants. Certains sont clairement cancérigènes, hein, notamment le formaldéhyde. Voilà, il y a des niveaux qui ont été émis par l'AFSET en France. Et voilà, c'est un polluant, par exemple, qui fait partie des polluants cancérigènes. Donc, il importe de l'extraire par la ventilation. Alors, un autre des enjeux liés à la ventilation, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Bon, là, si vous voulez, la ventilation
comment dire, est embarqué dans le processus de rénovation énergétique. Donc, je dirais que rien de nouveau. Juste, voilà, rappeler que le secteur du bâtiment pèse environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il est important de concevoir des solutions qui vont être le moins émettrices possible, consommer le moins possible d'électricité et favoriser la performance énergétique du logement. Un autre enjeu lié à la performance énergétique, c'est la lutte contre la précarité énergétique. Là, l'enjeu d'un fabricant de systèmes de ventilation, c'est de concevoir des solutions qui entraîneront le moins de charges possible pour les locataires et les copropriétaires, pour éviter qu'on tombe dans une spirale négative en cas de chute de revenus ou de revenus particulièrement modestes. Voilà, donc les solutions de ventilation s'inscrivent dans ces enjeux. Alors, en France, depuis 1969, pardon, un principe est commun à 90% des solutions qui s'occupent de la ventilation collective des logements, des logements résidentiels, enfin, des bâtiments collectifs. C'est le principe de la ventilation générale et permanente. Ce principe de la ventilation générale et permanente, il vise à balayer l'air, en fait, à introduire, vous le voyez sur le schéma de principe sur l'illustration de gauche, vous avez des flèches bleues. Ces flèches bleues, elles symbolisent l'air neuf qui rentre par les pièces de service, par les pièces sèches des logements, donc les chambres et le séjour. Cet air-là va en fait chasser l'air vicié. L'air vicié va passer sous les portes qui sont détalonnées et l'air vicié va être extrait par des bouches d'extraction qui sont introduites, qui sont installées, pardon, dans les pièces de service, donc cuisine, salle de bain, toilette, cellier, etc. Donc c'est un principe qui est efficace et qui permet, contrairement aux solutions préexistantes qui étaient de ventilation par pièces séparées, qui permet de bien balayer vraiment l'ensemble du logement. Donc voilà, l'intérêt de ventiler, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est de chasser les polluants, c'est d'éviter aussi une dégradation du bâti avec des apparitions de moisissures, des peintures des papiers peints qui se décollent, tout un ensemble de dégradations du bâtiment dès lors qu'il y a un défaut de ventilation, et puis améliorer le confort olfactif. Je vais vous parler des différents types de conduits que l'on retrouve dans l'habitat collectif, notamment pour tous les bâtiments qui ont été construits avant 1982. C'est le cas, je pense, de la majorité des participants à ce webinaire. Donc les solutions de ventilation sont des solutions qui sont dites basse pression. Pourquoi elles sont dites basse pression? Parce qu'elles vont s'adapter justement à tous ces conduits de ventilation naturels qui ont été érigés en même temps que les bâtiments qui les équipent avant la date du 24 mars 82. Voilà. Donc nos solutions, elles engendrent une dépression qui épouse en fait la plage de dépression naturelle de ces conduits, qui est de maximum 50 pascal. Donc voilà, vous avez avant 1982 les solutions basse pression qui doivent être installées. Et après 1982, on parle de solutions haute pression. Donc le premier des types de conduits existants à l'état je dirais, d'origine des bâtiments, c'est le conduit individuel. Ce conduit individuel, il existe quasiment depuis la nuit des temps. C'est vraiment le premier principe qui a existé, hein. Donc, comme son nom l'indique, en fait, un conduit individuel, il va équiper une pièce technique d'un logement. Donc, si vous regardez sur la photo de gauche, on voit des départs de conduits qui sont différents d'un étage à un autre, et on voit clairement leur cheminement. Donc, si vous regardez, par exemple, alors est-ce que je peux utiliser un pointeur? Oui. Si vous regardez, par exemple, attends, hop.
voilà. Si vous regardez par exemple cette souche ici, vous comptez 4 conduits, c'est-à-dire que vous avez forcément 4 pièces techniques à cet endroit-là, sur cette colonne, qui vont être desservies et chacun à un niveau différent. Donc le conduit individuel, c'est un conduit qui fonctionne bien. La seule difficulté, je dirais qu'il y a avec ce conduit, mais j'en parlerai tout à l'heure, c'est de bien les repérer. Mais voilà, donc il a existé, il continue d'exister. Voilà, mais donc à partir de 1950, vous observerez la naissance, l'invention du conduit shunt. Donc ce conduit, il a été inventé par une entreprise parisienne dans les années 50. C'est une invention vraiment intéressante pour le bâtiment. Il a accompagné en fait la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale et il a accompagné la construction des grands ensembles, hein, donc des grandes copropriétés et de ce qu'on appelait les résidences HLM et qu'on appelle aujourd'hui les résidences de logements sociaux. C'est un conduit qui est très intéressant parce qu'en fait, par rapport à des conduits individuels, il a en fait une partie qui est commune à l'ensemble des logements de même empilement. Et donc, en fait, il permet de limiter l'emprise des conduits dans un logement et donc d'améliorer la surface habitable d'agrandir la surface habitable d'un logement. Il était beaucoup plus rapide aussi à ériger à l'époque. Il a une faculté à fonctionner en tirage naturel qui est très bonne. Il a une sécurité incendie qui est intégrée à sa structure même et qui en découle. Et c'est un anti-refouleur et également en fait il limite les transmissions en fait de bruit d'un étage à un autre. Donc voilà, système très intéressant qui a été inventé à Paris, qui a été diffusé en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et j'en ai même vu en Hongrie et en Argentine. Donc voilà, invention intéressante qui a été installée alors en France jusqu'à la fin des années 70 et en Belgique il a été érigé encore jusqu'à il y a 4 ou 5 ans. Ensuite, celui-ci, on va peut-être faire l'impasse, hein, conduit Alsace, qui, comme son nom l'indique, a surtout été érigé dans la région, dans les régions Est. Donc, on le retrouve très très rarement en région Île-de-France. Donc, c'est pour ça que je vais passer rapidement. Alors, je vais vous parler maintenant des avantages et des inconvénients pardon, de la ventilation naturelle liée à ces conduits d'origine non équipés d'une ventilation hybride ou mécanique. L'intérêt de la ventilation naturelle, je vais enlever le pointeur qui me gêne un peu, pardon. J'ai aussi mon image qui me gêne, voilà. Donc l'intérêt, si vous voulez, de la ventilation naturelle à l'époque, hein, c'était que c'était une ventilation gratuite. Bon, bien sûr, le coût est intégré dans la construction, mais c'est un autre sujet. Mais aucune consommation électrique, une ventilation écologique, hein, voilà, absolument aucune consommation électrique. Alors vous vous direz, pourquoi dans ce cas-là installer des solutions de ventilation qui vont venir consommer, hein, puisqu'on essaie d'améliorer la performance des bâtiments. Eh bien, c'est qu'en fait, cette ventilation naturelle, elle est variable et non maîtrisée. Elle dépend des conditions météo, notamment des variations de température et de la variation de la vitesse de vent. Donc, la ventilation est souvent soit excessive, soit insuffisante. Et elle peut être carrément nulle si le réseau de ventilation, les conduits sont mal entretenus. L'autre inconvénient, c'est que, étant donné qu'elle est mal maîtrisée, si jamais vous venez, comme c'est le cas de la plupart des rénovations énergétiques, isoler le bâtiment, vous augmentez en fait l'étanchéité du tout et sans renouvellement de l'air, vous avez des phénomènes de condensation très importants qui vont augmenter la pollution de l'air et entraîner des dégradations du bâtiment. Donc ici, vous avez le comportement de l'air. Je vais peut-être passer rapidement parce que c'est pas très technique, mais ça peut être, surtout à cette heure-ci, peut-être un peu lourd. Mais voilà, vous avez un comportement de l'air qui est peut-être pas aussi erratique que comme je l'ai dessiné, mais en tout cas qui est variable. Vous avez une partie en dessous de 0,3 volumes par heure qui est une ventilation insuffisante et qui entraîne un risque sanitaire.
et au-dessus de 0,6 volume par heure, un taux de renouvellement d'air qui va entraîner un inconfort thermique. Donc clairement, votre chauffage va être aspiré par la ventilation. Donc ce n'est pas souhaitable non plus. 0,3 volume par heure, ça veut dire que votre logement, en 1 heure, vous renouvelez le tiers du volume d'air de votre logement. Et 0,6, ça veut dire qu'en un peu moins d'une demi-heure, en 1 heure, vous renouvelez 60% du volume d'air de votre appartement. Donc l'intérêt d'un système de ventilation, ça va être justement de venir maîtriser cette ventilation-là avec des solutions hybrides ou mécaniques basse pression, et en fait de toujours se situer entre ces deux seuils, voilà, en dehors desquels il ne faut pas se situer. Donc voilà, la ventilation hybride va exploiter des forces naturelles et ajuster son fonctionnement mécanique en fonction de ces forces-là. Et la ventilation mécanique basse pression, quant à elle, elle va fonctionner en permanence, mais pareil, elle se situera entre ces deux valeurs. Valeurs qui sont réglementaires. Hein. Ce n'est pas un choix d'un fabricant, c'est imposé par la réglementation française. Alors tout à l'heure, j'en ai déjà parlé, donc je vais peut-être pas en reparler. Pourquoi choisir la ventilation basse pression? Je vous l'ai dit, c'est pour s'adapter aux plages de pression des conduits existants. Alors parlons des bâtiments haussmanniens pour commencer, et des bâtiments qui pour moi y ressemblent. Hein. Les bâtiments d'habitat bon marché y ressemblent beaucoup. Tous les bâtiments de centre-ville en général. Voilà, ce sont des bâtiments qui ont une structure qui se ressemble à peu près, une structure plutôt complexe. Ce sont les plus complexes, j'imagine, en général pour la rénovation énergétique, mais également du coup pour la ventilation. Euh, alors pourquoi? Parce que déjà ce sont des bâtiments qui sont très anciens, dont on maîtrise souvent assez mal l'historique. Les plans dont on dispose, si on en dispose, ne sont pas toujours à jour. Il y a souvent des restructurations qui ont pu avoir lieu depuis la construction des bâtiments, voire parfois des fusions de logements à l'initiative d'un copropriétaire. Les conduits sont individuels, donc il y en a beaucoup plus que des conduits shunt, et ils sont plus difficiles à repérer. L'accès à une toiture est beaucoup plus difficile, et on retrouve en centre-ville souvent des contraintes esthétiques pour installer des solutions directement sur les conduits. Mais c'est pas toujours le cas, donc il faut pas non plus le prendre. Il faut pas non plus en faire une règle. Et souvent les combles sont aménagés, donc c'est difficile d'installer quelque chose sur le toit et difficile d'installer quelque chose dans les combles parfois. Donc on retrouve vraiment toutes les difficultés pour installer une solution de ventilation. Et comme je dis, on a des structures complexes variant d'un étage à un autre. Alors, qu'importe-t-il de faire pour ces bâtiments-là? La première chose, c'est d'avoir une cartographie des appartements très précise, mais je pense que c'est le cas aussi pour tous les corps d'État. La seconde, qui est cruciale pour un système de ventilation, c'est de cartographier et de recenser les modes de production d'eau chaude sanitaire. Pourquoi? Parce que si on installe un système de ventilation dont la finalité, l'utilité n'est de ne renouveler que l'air vicié, et que un ou plusieurs copropriétaires ont des chaudières ou des chauffe-bains raccordés sur des conduits de la résidence, le système ne fonctionnera pas pour ces logements-là. Et donc, on peut avoir un risque d'intoxication et d'incompatibilité entre le système de ventilation et ces modes de production d'eau chaude sanitaire. Donc, c'est capital. Voilà. La troisième démarche à entreprendre, très importante, c'est d'inspecter visuellement les conduits de ventilation pour plusieurs raisons. Pour s'assurer qu'ils sont intègres, qu'ils sont vides aussi, qu'il n'y a pas d'obstruction majeure,
qui n'ont pas été, excusez-moi l'expression, mais sabotés au cours de leur existence. J'ai connu des personnes qui ont détruit leur conduit individuel dans leur logement pour gagner de la place. Bon, en fait, ça met en péril le système de ventilation des logements qui se situent en dessous de leur appartement. Donc, il faut vraiment repérer les conduits, savoir quel conduit appartient à quel logement et quelle est la pièce qu'il dessert. Voilà, c'est vraiment indispensable. Alors les solutions possibles, j'y viendrai tout à l'heure. Là, c'est expliqué juste à l'aide de texte, donc c'est pas génial, mais après j'ai des visuels intéressants. Alors les solutions possibles, c'est bien sûr d'installer une solution de VMC basse pression si les combles sont exploitables. D'installer une VMC individuelle si un faux plafond peut être créé. Donc euh, vous avez un architecte qui va intervenir, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, qui va intervenir tout à l'heure pour vous présenter ces solutions-là. Donc je le laisserai présenter ces solutions. Et la troisième possibilité, pardon, c'est d'installer des extracteurs hybrides sur les conduits individuels réexploités. Je passe ensuite à la ventilation des bâtiments des 30 Glorieuses, donc bâtiments construits à partir des années 40-50, qui représentent mine de rien 20% des immeubles de logement collectif construits entre 1945 et 1974. Voilà, on est là comment dire, dans le cas en présence de bâtiments qui sont beaucoup plus simples, dont la structure est très répétitive. Bon voilà, leurs principales caractéristiques, bien sûr, ils sont anciens, mais bien moins anciens que les bâtiments haussmanniens. En historique, on maîtrise beaucoup mieux l'historique. Hein. Les plans sont souvent existants, nécessitent quand même un contrôle, mais en général sont assez fiables. Ils sont équipés en majorité de conduits shunt, hein, je vous en ai parlé, les conduits shunt arrivent en 1950, donc ces bâtiments-là sont plutôt simples. Les grandes propriétés en général des 30 Glorieuses sont des bâtiments avec des conduits shunt. Voilà, l'accès est beaucoup plus simple et mieux sécurisé. Les structures de logement sont plus simples. Alors là, les démarches à entreprendre, elles sont à peu près les mêmes, mais là, je dirais plutôt que c'est un contrôle des plans, plutôt une cartographie rigoureuse. Un recensement à nouveau quand même des modes de production d'eau chaude sanitaire, ça reste capital, y compris pour ces bâtiments-là, pour choisir la bonne solution de ventilation. Et une inspection vidéo. Alors là, j'ai écrit tous les conduits, mais je me suis trompé, j'aurais dû le corriger. Je dirais plutôt qu'il faut inspecter visuellement au moins un échantillon représentatif de logement. Donc ça s'étudie résidence par résidence, pardon. Voilà, un échantillon représentatif, on l'inspecte, on regarde si les conduits peuvent avoir des défauts structurels. Parfois, ils ont pu être mal montés, mal installés à l'origine du bâtiment, mais c'est assez rare. Voilà, on va regarder s'il y a des anomalies. On va aussi contrôler si leur structure en fait est conforme aux règles de l'art de l'époque. S'il y a bien des trappes en pied de conduit qui bouchent et qui rendent étanche le conduit pour que l'aspiration se fasse bien. Voilà, donc il faut aussi faire cette inspection-là. Je vais vous parler des solutions de ventilation commercialisées aujourd'hui par VTI et qui permettent de répondre à toutes les configurations en fait présentes pour ces bâtiments construits avant 1982. Donc, je vais prendre le pointeur, ça va être plus simple. Alors, c'est assez austère comme présentation, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc, la première question qu'on se pose, comme je vous l'ai dit, c'est y a-t-il ou non une présence de chaudière ou de chauffe-bain raccordée sur conduit naturel? Si c'est le cas, on se retrouve dans cette famille de solutions qu'on appelle système pour évacuation des produits de la combustion. Et donc, en fait, ensuite, il importe de se poser la question de savoir si les conduits sont conformes ou pas. Et en fonction de ça, de choisir une solution de ventilation soit statique, donc sans motorisation venant aider la ventilation naturelle, soit statomécanique avec des extracteurs statomécaniques. C'est ça que je vais vous montrer ensuite à quoi ça ressemble.
S'il n'y a pas de chaudière raccordée sur conduit de ventilation naturelle, on se retrouve dans des cas de solution de ventilation pour évacuation de l'air vicié tout simplement. VTI commercialise des solutions de ventilation statique, donc sans motorisation là aussi, et des solutions de ventilation hybride que je vous présenterai tout à l'heure, autoréglables et hygroréglables. Une autre famille dans la grande famille de la ventilation, c'est la ventilation mécanique basse pression. Donc là, ce sont des caissons de VMC qui sont régulés en pression, conçus pour s'adapter sur les conduits de ventilation naturelle. Donc on les retrouve en version autoréglable, hygroréglable, et j'ai oublié de parler de cette solution Ventil Plus qui vient d'être commercialisée et qui est une solution par extracteur individuel que je vais vous présenter après, mais aussi basse pression et à fonctionnement mécanique continu. Voilà, c'est un peu technique tout ça, mais voilà, si vous avez des questions, de toute façon, je serai disponible même après la présentation par email. Voilà, première solution, donc Voltaire Evolution, une solution qui a été commercialisée à partir du 1er janvier 2018 par VTI. Donc vous voyez ici des unités de ventilation basse pression. Donc c'est l'équivalent d'un caisson. Elles sont déclinées en 4 débits, 4 versions, de 1500 mètres cubes à 5000 mètres cubes par heure. Alors pour vous donner un ordre d'idée, 1500 mètres cubes par heure, ça permet de ventiler à peu près 15 logements. Si on prend 100 mètres cubes par logement, c'est à peu près ce qu'on retient. Et 5000 mètres cubes par heure, du coup, ça vous donne à peu près 50 logements à l'aide d'un seul caisson de ventilation. Donc, c'est quand même assez significatif. On peut ventiler beaucoup de logements. On réhabilite régulièrement des bâtiments, des résidences de plus de 200, 300, 500 logements. Donc voilà. Donc le principe, c'est un caisson de ventilation qui, à l'aide de réseaux, va venir aspirer dans les conduits équipés de plénum qui viennent couvrir les souches et qui vont permettre de raccorder le conduit de ventilation, qui vont venir extraire dans les logements par les bouches d'extraction qui se situent sur les conduits. Au préalable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on installe des entrées d'air sur les fenêtres, on détalonne les portes et donc du coup l'air vient en fait, circuler naturellement dans le logement, être extrait par la bouche, par le conduit, hop, si vous suivez bien le pointeur, et être extrait ensuite au niveau du caisson. Voilà pour la solution Voltaire Evolution. Donc là, c'est une photo d'une résidence qui a été réalisée en accompagnement de l'Agence parisienne du climat par un des partenaires d'ailleurs qui est inscrit dans l'annuaire de Coach CoPro, qui s'appelle Air Pur, qui est basé à Vanves, et donc qui a réalisé cette opération. Alors ici, les Moulineaux, une résidence de 123 logements qui avait des conduits shunt, et donc nous avons équipé cette résidence. On voit ici le caisson qui, soit dit en passant, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné, est extrêmement silencieux. Donc je sais que c'est important pour des copropriétaires de s'assurer que la ventilation ne fait pas de bruit. Vous pouvez être rassuré avec les installations VTI, ce sont des installations hyper silencieuses. Je pourrais vous communiquer des chiffres, j'en ai d'ailleurs pour une autre solution juste après. C'est hyper silencieux. Voilà, donc système de ventilation Voltaire Evolution hygroa sous avis technique et éligible au certificat d'économie d'énergie. Donc ça, c'est une version en installation sur toiture terrasse. Ici, on a une photo alors en cours de travaux, réalisée aussi par l'installateur Air Pur, toujours à Vanves. C'était la résidence Carto à Puteaux, 320 logements là, donc on est sur de l'habitat bon marché, voilà. Et voilà, là on est sur une installation en comble. Vous voyez ici un rejet de l'air vicié, pardon, en partie extérieure. Et vous voyez ici au fond un plénum de raccordement qui est piqué directement sur les conduits qui traversent les combles. Et donc avec le réseau, on vient extraire l'air vicié. Une autre solution donc, que nous venons de commercialiser, c'est la solution Ventil Plus. Cette solution, elle est très intéressante aussi, puisqu'en fait, elle permet d'être installée de la même manière sur les conduits de ventilation naturelle.
Voilà, elle engendre une dépression maximum aussi de 50 pascal et elle permet d'équiper des bâtiments jusqu'à 18 niveaux d'habitation, donc voilà, des tours quand même assez grandes. Elle n'a pas beaucoup de limites techniques pour assurer la ventilation des logements. Donc son principe, il est simple, enfin non, il est simple, il est complexe à la fois. Vous avez, est-ce que voilà, on l'a ici en grand format, une turbine à réaction qui a été spécialement conçue pour la ventilation basse pression. On ne les voit pas ici, mais nous avons des capteurs de pression qui viennent mesurer la pression, et en fonction de ça, on ajuste la vitesse de rotation de l'extracteur pour vraiment avoir la performance énergétique la plus performante possible. C'est d'ailleurs l'extracteur de ventilation qui est le moins énergivore du marché. Le confort acoustique est absolu. Voilà, c'est aussi la solution la plus silencieuse du marché, et c'est une solution qui est classée C4. Ça, c'est une obligation. Voilà, elle permet de fonctionner pendant 30 minutes à une température de 400 degrés. En gros, le temps que les pompiers arrivent sur site afin de pouvoir extraire les fumées en cas d'incendie. Mais bon, je le souhaite à personne, bien sûr, d'utiliser cette fonctionnalité. Voilà, donc je vais passer peut-être sur ces éléments-là parce que je crois que je parle déjà depuis un petit moment. Il faut que j'accélère un peu. Monsieur Renaudin, Monsieur Sanchez, vous me dites si je dois accélérer. J'en ai plus pour. Un petit peu comme ça, Ouais, on voilà. pourra toujours prendre des questions à la fin. Ouais. J'en ai Merci. plus. Voilà, j'en ai plus pour très longtemps. Ça, je vais passer aussi. Fait voilà, pareil, hein, c'est une solution qui est éligible au certificat d'économie d'énergie, qui répond aussi à des labels, hein, Promotelex, Cercal, ERP Ready et bâtiment basse consommation. Voilà, ici vous voyez deux versions du Ventil Plus. Vous avez aussi la ventilation naturelle hybride. Donc, la ventilation naturelle hybride, c'est un système qui fonctionne en mode naturel, c'est-à-dire sans électricité, quand les conditions de ventilation naturelle sont suffisantes pour assurer un renouvellement suffisant de l'air intérieur. Et dès lors que ces conditions ne sont plus réunies, une vitesse de vent qui chute et une température extérieure qui augmente, ben là, l'extracteur va se mettre en fonctionnement grâce à des capteurs et à une unité de gestion électronique qui mesure l'ensemble. Mais sinon, le principe de fonctionnement au niveau du logement est le même. Voilà une illustration avec un anémomètre ici qui mesure la vitesse de vent disponible. Donc ça, c'est une installation qui... alors, on a écrit Paris 18e, en fait, c'est faux. Là, il y a une petite erreur. On voit que c'est l'hôtel Radisson de Lyon derrière. Voilà. Et je vous invite, alors c'est intéressant, ça a été publié il y a 2 jours, une vidéo très intéressante qui a été faite par l'Agence parisienne du climat, qui a décerné des prix des copropriétés réhabilitées en 2021. Et donc cette résidence réalisé par l'installateur Air Pur et puis par accompagné bien sûr par l'Agence parisienne du climat, le bureau d'études dont j'ai oublié, c'est Nova, je crois, qui a accompagné cette copropriété. Vous avez vraiment une illustration des travaux qui ont été faits, puis on voit des solutions VTI dans cette vidéo. C'est très bien expliqué pour tous les corps d'État, pas uniquement pour la ventilation. Donc je vous invite à aller le voir, c'est sur la page LinkedIn de l'Agence parisienne du climat. Voilà, et donc je vous ai parlé aussi du système ventiléco-gaz, donc pour évacuation des produits de combustion. Donc là, on a des chaudières qui sont raccordées sur l'installation, et de la même manière des extracteurs statomécaniques qui permettent d'extraire à la fois les gaz brûlés de la chaudière et pour la cuisine et l'air vicié des autres pièces. Donc cette solution, elle est très intéressante aussi. Voilà, bon, des photos de réalisation, je vous en ai montré, je vous en montre rapidement là aussi avant de conclure. Voilà, je vous l'ai dit, hein, nos solutions sont couvertes par des certificats d'économie d'énergie qui vous permettent de valoriser vos projets, et sont couverts par des avis techniques en cours, en vigueur, par des cahiers des charges aussi, donc tout est entièrement certifié, et si vous le souhaitez, vous aurez accès aux brochures de nos solutions directement sur le site internet ou sur demande si vous m'écrivez par email. D'ailleurs, mon email, je l'ai pas
écrit plus tard. Voilà, ça c'est nos supports de communication. Vous avez quelques vidéos sur YouTube qui sont disponibles pour décrire le fonctionnement de nos solutions. Vous me retrouverez quelques interventions que j'ai pu faire ici et là aussi. Vous pourrez retrouver notre page LinkedIn qui est intéressante puisque chaque semaine nous publions une actualité. Voilà, vous pouvez vous connecter à ma page, connecter à VTI qui compte déjà un peu plus de 1000 abonnés qui suivent chaque semaine l'actualité de VTI. Voilà pour les coordonnées de notre siège social, pardon, et puis notre agence Île-de-France qui est basée à Céris. Voilà. Je peux mettre ici. Est-ce que je peux envoyer peut-être je mettrai l'adresse email générale de VTI pour que vous puissiez nous contacter. Voilà, j'ai fini, donc je clique sur arrêter, c'est ça? Arrêter le partage? Oui, c'est ça, Hop. exactement. Voilà, super. Excusez-moi, j'étais un peu long. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. C'est pas grave. Je pense que de toute façon, tout le monde est encore connecté, donc c'est que c'était jugé intéressant. Voilà. Ouais. Non, c'était intéressant. On va passer la parole à Frasson de Fourier. Normalement, vous pouvez aussi projeter, ou sinon je vais vous laisser le faire. Normalement, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Alors, bonjour. Par contre, juste pour mettre la vidéo, pour mettre le PowerPoint, est-ce que ça marche? Là, est-ce que vous voyez la présentation? Encore. Alors, pas encore. Pas encore? Non, parce qu'en fait, juste, il faut que je la glisse sur... Vous cliquez sur écran partagé en bas. Ouais, Ah, normalement, pardon, écran partagé. partagé, bien sûr, j'avais pas vu. Ok, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Partagé. Ouais, nickel. Ouais, voilà, c'est bon. Ok, voilà. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle François de Fonréau. De même, merci à l'APC de m'avoir convié pour ce webinaire. Donc, moi, je suis architecte, je travaille essentiellement dans de la rénovation pour de la commande privée et un peu de copropriété. Et donc, je voulais vous présenter quelques exemples de projets où je réfléchis à des solutions soit individuelles, soit collectives, simple flux, double flux. Donc là, la présentation était très claire d'avance sur les systèmes et puis c'était une présentation très technique. Donc, pour les questions après, ça sera assez intéressant. Donc, j'avais commencé de manière très simpliste pour rappeler le principe de la simple flux, mais que Monsieur Fraisse a déjà expliqué. Donc, je redis rapidement, on prend l'air par les pièces sèches et ça s'extrait par les pièces humides et ça sert à l'extérieur, ça sort à l'extérieur et la simple flux, donc on perd les calories et à l'inverse, on a la double flux où on récupère plutôt que de jeter l'air vicié à l'extérieur, on récupère les calories. Il y a un échangeur et on réchauffe l'air intérieur avec l'air extrait. Et donc, mais en revanche, ce système, après, il peut être encore plus sophistiqué où on peut même fabriquer, on peut fabriquer de l'eau chaude sanitaire pour les radiateurs avec ce système-là. Mais alors, pour en venir à des projets de rénovation, alors par exemple, ici, on est dans un immeuble parisien des faubourgs, avec un immeuble classique, un enduit à la chaux, un enduit en ciment qui devrait devenir un enduit à la chaux. Et la double flux là dans ce type d'immeuble, c'est pas possible parce que ça nécessiterait de refaire d'installer des faux plafonds dans tous les appartements. Et là, c'est un immeuble, cette façade, c'est la façade arrière, donc qui est pas travaillé, mais c'est un immeuble de 1870 ou 1830. On ne sait pas trop, avec des moulures et donc on part plutôt sur un principe, une simple flux. On hésitait entre de l'individuel ou du collectif.
Et il a été décidé pour l'instant de partir sur une solution collective. Tout d'abord parce que d'un point de vue pour la copropriété, l'inquiétude, c'était que si on demande de l'individuel et que certains ne le fassent pas, que le projet de rénovation de l'immeuble où on veut isoler l'immeuble, changer les fenêtres, etc. S'il y a des propriétaires qui ne font pas les travaux, dans ces cas-là, ça peut nuire à l'immeuble. Donc, en fait, l'idée, c'est de fabriquer 3 gaines de ventilation dans la surépaisseur qu'on crée avec l'isolation. Et dans ces cas-là, on crée ces ventilations. Une fois qu'on a ces gaines, on peut venir carotter dans la façade assez simplement pour rejoindre chacune des pièces humides. Il se trouve que dans cet immeuble, c'est assez facile parce que vous avez la colonne de gauche qui est entre des toilettes et des cuisines. La colonne du milieu, c'est entre des des toilettes et des cuisines. Et la dernière, c'est pour des salles de bain. Donc, une première solution aurait été, par exemple, de carotter, faire des trous à chaque étage pour extraire. Mais pour que ce soit plus efficace, on met ces gaines et en haut, on rejoindrait les gaines dans les combles en venant rentrer dans l'immeuble au niveau de la corniche. Et comme ça, normalement, ça serait invisible. Et donc, voilà, pour vous montrer en plan comment c'est, à gauche, l'existant, et à droite, j'ai mis en 3 ronds rouges pour les 3 gaines. Donc, on voit en plan, effectivement, les pièces humides, parce qu'une autre solution qui aurait été de récupérer les conduits de ventilation aurait nécessité de faire soit des faux plafonds, soit de faire des gaines. Parce qu'en fait, si on prend l'exemple, si vous voyez ma souris, je ne sais pas, si on prend le rond rouge de gauche, qui est au-dessus d'une salle de bain, il est à côté d'une chambre avec une cheminée. Donc là, il aurait fallu créer une gaine à travers de la chambre pour rejoindre la salle de bain. Et donc, voilà, il y avait toujours toutes ces petites particularités. Donc, c'est pour ça que c'était plus simple de créer ces gaines à l'extérieur. Et puis, comme disait Monsieur Fraisse tout à l'heure, à savoir s'il y a sans doute des cheminées qui ont été démolies, des gaines qui ont été démolies pour gagner de la place. Donc ça, c'était une entreprise, un fournisseur qui m'avait envoyé de la documentation où en fait, ce serait des moteurs qui peuvent effectivement être qui peuvent être connectés sur chacune de ces gaines individuelles, mais qui ensuite, en fait, c'est géré collectivement. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était au début une VMC collective individuelle, parce que c'est géré de manière collective, mais au final, vu qu'on en a quand même un certain nombre de gaines, en fonction de ça, il faut que le bureau d'études définisse les volumes de mètres carrés à extraire, et en fonction du nombre de mètres carrés, ça définit le nombre de gaines, et donc au final, on aura souvent des gaines individuelles. Et il y avait un autre paramètre qui, moi, m'avait incité à partir dans ce système-là aussi, d'individualiser un peu les gaines, qui était d'éviter le risque de passage d'odeur d'un appartement à l'autre. Ensuite, ça, c'est un studio dans une copropriété, toujours à Paris, d'un petit studio où, bon, bah, pour l'instant, il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait pas de ventilation, il y avait juste une petite grille de ventilation, une petite hélice de ventilation sur une fenêtre. Donc maintenant, l'idée, c'est de récupérer une fenêtre commune. Donc le syndic est d'accord. Et donc, bah, on a à nouveau notre petite grille qui attrape l'air dans la salle de bain. Ensuite, un conduit qui rejoint la fenêtre commune et
est dans un petit volume de quelques mètres carrés où on peut mettre le moteur. L'avantage, c'est que même si le moteur, même s'il est censé être silencieux, à peu près silencieux, au moins il ne sera pas dans le studio qui fait que 22 mètres carrés, donc on n'entendra rien du tout. Ensuite, toujours, ça c'est enfin, c'est pas de la copropriété, mais ça pourrait en rappeler parce qu'il y a plusieurs lots. Donc, je vais passer du slide à l'autre. Ici, pour vous présenter, donc vous avez un lot rose au rez-de-chaussée qui est un lot, ensuite un bleu en duplex et un vert en duplex. Donc, si je vous présente ce dossier, c'est que c'est un projet où j'hésite entre de la double flux et de la simple flux. Parce que la double flux a beaucoup d'avantages, elle permet d'économiser énormément sur le chauffage, mais nécessite un bâtiment assez performant. Et comme on est sur un bâtiment ancien, c'est assez complexe de le rénover de manière quasi passive. Mais en fait, quand on regarde la coupe, le document de droite, le lot rose en bas à gauche, en fait, c'est un rectangle qui est très facile à rénover en standard passif parce qu'on peut facilement isoler le sol, isoler le plafond, isoler les murs, changer les fenêtres en double vitrage et il n'y a aucun pont thermique. Et on n'a plus qu'à installer une double flux et ça fonctionne très bien. Et là, il n'y a quasiment pas à chauffer. En revanche, les deux lots en duplex, il y a plus de ponts thermiques qui sont plus difficiles à gérer et donc aussi plus d'apport de froid. Et surtout, il y a beaucoup de cheminées. Donc, la double flux ne peut pas fonctionner avec les cheminées parce qu'il faut un bâtiment le plus étanche possible. Donc, c'est là où je réfléchis par rapport à ce programme qui est d'avoir peut-être la partie très performante, une double flux, et le reste des simples flux hygrobés où on peut les brancher sur les cheminées. Et c'est pour ça que là, cette première photo, je montrais en rouge les vieux accès aux inserts et en toiture les cheminées qui peuvent être, il y en a 9 dans cette maison et donc on peut très bien réutiliser quelques-uns pour de la ventilation et quelques-uns pour de la cheminée. Et le local technique a besoin d'être dans un volume chauffé. Et donc, c'est aussi ça ce qui implique pour la double flux. Est-ce utile d'avoir aussi ces mètres carrés à chauffer ou pas? Donc, ensuite, un dernier projet. Là, c'est une extension d'une villa. Donc là, on est dans de la construction neuve. C'est la partie gauche qui est entourée en bleu. Donc ça, au début, je voulais mettre de la double flux parce que l'objectif de ce projet, c'était de faire cette extension la plus performante possible. Mais il se trouve que c'est une résidence secondaire dans le sud de la France. Et donc, il y a donc, je l'ai beaucoup isolée. Enfin, elle n'est pas construite, hein, c'est un permis de construire. Pardon. Elle est très isolée et donc on limite les besoins de chauffage, mais la double flux aurait nécessité un local chauffé. Et donc, si on regarde en plan, en fait, on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, le grenier aurait pu servir, mais on aurait encore perdu à peu près 1 ou 2 mètres carrés pour ce volume. Et surtout, l'hiver, vu que c'est une résidence secondaire, on n'en a pas besoin. Donc là, on s'est dit avec la cliente, c'est un peu comme faire une usine à gaz. Donc, on a simplifié. On s'est dit, on reste sur une ventilation beaucoup plus standard et donc après on a vous voyez que les points rouges se déplacent par rapport en fonction des étages, donc la gaine de ventilation n'est pas plombée, mais donc on peut se rattraper grâce aux faux plafonds là pour le coup qui sont dans les pièces humides, tandis qu'il n'y en a pas dans les espaces de vie. Et voilà, merci pour votre écoute et je vous rends la parole. Merci. Alors, à mon tour de vous partager, donc
moi, je vais plutôt vous parler de comment on va organiser tout ça. Donc là, on va plus être sur l'aspect technique, mais plutôt sur l'aspect de l'organisation au niveau de la copropriété et de quoi faire à quelle étape. Alors, dans un premier temps, vous allez être probablement en phase de diagnostic, soit qui prendra la forme d'un DTG, si vous êtes accompagné par l'Agence parisienne du climat à l'heure actuelle, c'est probablement la première étape qu'on vous a proposée. Donc là, en phase DTG, ce qui va être intéressant, c'est de faire un diagnostic et de faire des arbitrages. On vous propose plusieurs idées qui devront être adaptées à votre situation. La première idée qu'on propose, c'est de faire une campagne de mesure avec des capteurs. Ce n'est pas quelque chose qui est systématiquement fait, c'est quelque chose qui peut être pris en option dans le DTG. Mais une campagne de mesure avec des capteurs, c'est un élément important qui permet d'aider à convaincre les copropriétaires de l'intérêt de la ventilation. Alors, les capteurs, généralement, on les utilise pour mesurer la température et voir un petit peu le niveau de confort par rapport au chauffage, surtout quand on est en chauffage collectif. Mais bien souvent, sur ces capteurs, on fait aussi des mesures d'humidité. On va justement pouvoir voir dans quelle plage d'humidité on se situe dans les logements. Et il existe également des capteurs qui permettent de faire des enregistrements du taux de CO2. Et le taux de CO2, c'est un indicateur qui est intéressant puisque quand on occupe le logement et qu'on n'aère pas assez, on fait assez vite grimper le taux de CO2. Donc, ça permet de révéler un petit peu ces problèmes qu'il peut y avoir sur les polluants intérieurs. Et c'est une étape qui va vous être très utile aussi en AG pour pouvoir mettre des chiffres sur des ressentis que peuvent avoir les copropriétaires. Un deuxième point qui va être à souligner, ça va être de recenser les conduits existants, les entrées d'air et, comme le disait M. Fraisse, la présence de chaudières ou de chauffe-bain qui soient raccordés sur les conduits de ventilation collective. Ça, généralement, au moment du DTG, on va simplement faire ça sous forme de questionnaire. Parce que l'équipe qui fait le DTG ne va pas forcément visiter tous les logements et ne va pas pouvoir entrer en contact avec tout le monde. Donc, simplement demander une participation des copropriétaires via des réponses au questionnaire permet déjà d'avoir une idée assez précise de ce qu'on va pouvoir choisir comme solution. Éventuellement, vous allez pouvoir récupérer les plans d'origine de la copropriété. Et parfois, sur ces plans, vous allez pouvoir reconnaître deux choses, l'emplacement des conduits s'il y en a, et puis comment ils sont configurés, et puis faire l'adéquation entre ces conduits et puis la configuration des logements. Comme on l'a signalé dans les parties précédentes, on va chercher à aspirer l'air par les pièces humides. Donc, à partir des plans, on va pouvoir vérifier s'il y a des conduits sur les pièces humides et éventuellement s'il y en a sur les pièces sèches et réfléchir à comment traiter les conduits qui sont sur les pièces sèches. À ce moment-là, une fois que vous aurez fait ces trois premières étapes, vous allez pouvoir, avec la maîtrise d'œuvre, définir si vous partez plutôt sur une solution de ventilation individuelle. Donc là, j'entends individuel pur, c'est-à-dire un moteur, une VMC pour chaque logement. Dans ce cas-là, c'est vraiment des travaux qui se font dans les parties privatives. Une deuxième option qui va être une solution collective avec création de conduits. Donc, si les conduits existants ne se trouvent pas aux bons endroits, comme dans l'exemple de M. Fonréau là juste avant, ou s'il y a des défauts sur les conduits qui sont inexploitables ou qu'il y a eu des conduits détruits par certains copropriétaires à certains étages, voilà, là on peut s'orienter vers une création de conduits. Et enfin, la troisième direction, ça pourrait être, dans le cas où vous ayez des conduits existants et en bon état, de partir sur cette solution. Ensuite, alors, généralement, donc après cette phase de DTG, vous allez passer par une assemblée générale ou bien en phase de maîtrise d'œuvre conception. Il va y avoir une étape qui va être la consultation des entreprises. Là, je vous partage des retours qu'on a eu d'architectes qui nous disaient que cette phase, elle est pas simple à faire, il faut bien l'organiser. Ce qui nous semble, nous, intéressant, c'est de faire visiter par la maîtrise d'œuvre un maximum de lots à adapter en fonction de la configuration de la copropriété.
et travailler sur des appartements types et des cas particuliers. Si vous avez sur un grand nombre d'étages des appartements types et dont on sait qu'il n'y a pas eu de regroupement de lots ou de modifications importantes de par les occupants, dans ce cas-là, visiter un petit nombre d'appartements types. Mais par contre, aller voir systématiquement les cas particuliers quand il y a eu des regroupements de lots, etc., pour savoir précisément quels sont les travaux à faire. La maîtrise d'œuvre va pouvoir s'occuper à cette phase également de prendre des photos et de faire un descriptif des travaux à réaliser. Le but, c'est de simplifier l'étape lors de la consultation des entreprises, de ne pas être obligé de retourner 2 fois, 3 fois, 4 fois avec chaque entreprise que vous allez consulter pour vérifier l'ensemble des lots. Donc voilà, il y a une intelligence à trouver entre la maîtrise d'œuvre et les entreprises pour éviter de trop déranger les occupants et d'avoir des problèmes pour se synchroniser au niveau des visites. Ensuite, vous allez donc arriver en assemblée générale au moment où vous allez voter les travaux. Et là, il va y avoir des cas qui vont être assez différents en fonction de la solution qui a été retenue. Pardon. Si vous avez retenu une solution qui est collective, donc soit en remplaçant les conduits, soit en réutilisant les conduits existants, soit en créant des nouveaux conduits, dans ce cas-là, vous avez un devis qui est collectif au nom du syndicat des copropriétaires. Là, c'est un cas qui est assez simple, qui va être sur une répartition par tantième avec un vote classique à l'article 25. Alors, justement, il y avait un exemple juste avant, je vais y revenir. L'autre possibilité, c'est que vous ayez retenu l'option d'avoir une ventilation individuelle. Et dans ce cas-là, ça va être un petit peu plus compliqué en assemblée générale. Vous allez avoir besoin de faire des percements de la façade au niveau de chaque lot, voire il est possible d'avoir besoin de faire plusieurs trous dans la façade pour un même logement. Dans ce cas-là, vous allez avoir un devis collectif au nom du syndicat pour le percement de la façade. Pourquoi? Parce que vous allez le faire depuis l'échafaudage lors de l'installation d'isolation. Et dans ce cas-là, on va plutôt missionner une entreprise pour le faire au nom de la collectivité. Dans ce cas-là, donc un devis au nom du syndicat des copropriétaires, une répartition par tantième et un vote à l'article 25. En revanche, pour l'installation des moteurs de ventilation et des entrées d'air sur les parties privatives, là, on n'a pas la possibilité de voter régulièrement en AG. La loi, il y a un petit vide dans la loi de 65. On ne peut pas régulièrement voter en AG cette décision de faire des travaux privatifs pour mettre une ventilation. Dans ce cas-là, ce qu'on propose, c'est dans la consultation des entreprises, d'avoir retenu une entreprise qui va proposer une négociation de grouper son chantier et de faire intervenir ses équipes dans les différents logements, mais d'avoir cette fois-ci des devis qui sont individuels et qui devront être signés par chaque propriétaire. Alors, dans l'exemple que vous donnez juste avant, Monsieur de Fonréau, c'était justement le choix de faire une ventilation collective en création de conduits pour éviter l'écueil et les difficultés qui pourraient se poser dans ce cas qui est présenté où on partirait sur une solution de ventilation individuelle. Si la loi la loi de 65 ne permet pas d'imposer directement le vote en AG des travaux individuels, en revanche, il y a quand même des éléments juridiques qui existent. Ce concept juridique, c'est de dire que si des pathologies sont créées, notamment dans les murs ou dans les planchers ou dans l'isolant, dû à l'absence de ventilation par un copropriétaire, il y a un risque qui peut se poser au niveau de la garantie décennale de l'isolation qui va être installée. Et vous avez aussi un risque de nature qui n'est pas lié à ces nouveaux travaux, qui est de dire que si il y a une dégradation des parties communes dont font partie les murs, par exemple, dégradation des parties communes par le fait d'un copropriétaire, là, la copropriété va pouvoir se retourner contre le copropriétaire qui n'aurait pas fait installer de ventilation. En phase de préparation du chantier, ce qu'il va falloir prévoir, ça va être une visite de chacun des appartements avec l'entreprise et des copropriétaires. Si vous êtes sur une solution individuelle, une signature des devis par chaque copropriétaire. Et puis, la maîtrise d'œuvre va devoir planifier l'interaction entre les différents travaux et notamment entre le carottage qui va être fait depuis l'échafaudage
et les travaux qui vont être faits dans les logements. À la fin du chantier, on va procéder à la réception des travaux. Le maître d'œuvre peut être missionné pour aller vérifier la réalisation des travaux individuels, que ce soit la bonne réalisation des entrées d'air sur les fenêtres ou l'installation des bouches ou des moteurs en partie privative. Et si jamais vous avez eu des copropriétaires récalcitrants qui n'ont pas voulu faire les travaux individuels, les retours d'expérience qu'on a sur certaines copropriétés qui ont été dans ce cas-là, il y a des mises en demeure qui ont été faites dès la réception des travaux par le syndic pour inciter les copropriétaires à finaliser leurs travaux de ventilation en partie privative. Et enfin, après tout ça, y a encore un tout petit peu de travail à prévoir. Là, c'est un travail qui peut être pris en charge généralement par le conseil syndical qui a suivi le projet en concertation avec l'architecte et puis le bureau d'études thermiques ou l'installateur des systèmes. C'est important de former les copropriétaires, de leur expliquer quelles sont les caractéristiques du nouveau système de ventilation que vous avez retenu et de leur expliquer les bons gestes et les mauvais gestes qu'on peut avoir vis-à-vis de ces nouveaux systèmes. Et puis, tout de suite, anticiper l'entretien de ces équipements de ventilation. Si vous avez retenu des systèmes qui sont collectifs avec des moteurs collectifs, eh bien, il faut probablement prévoir dès maintenant des contrats d'entretien. Et puis, prévoir aussi un nettoyage des bouches individuelles qui peut être fait soit par chaque copropriétaire voilà, de lui-même, soit via un contrat collectif. Le contrat collectif ayant l'avantage de pouvoir s'assurer que c'est fait correctement par l'ensemble des copropriétaires. Voilà. Je vous propose maintenant de prendre des questions-réponses. Alors, du coup, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses plutôt que l'onglet discussion. C'est plus facile pour nous de répondre aux questions en utilisant ce module. Ouais, il y avait quelques questions déjà. Une question pas sur la technique, mais plutôt pour savoir si la personne pouvait recevoir les slides de VTI. Il me semble que oui, on va envoyer toutes les slides en même temps après. Hop. Non, parfait. On avait ensuite une question, si la ventilation nécessite une entrée d'air par huisserie, pourquoi existe-t-il des fenêtres double vitrage sans réglette? Quel usage de ces fenêtres sans réglette? Alors là, qui veut répondre à cette question? Est-ce que M. Fraisse voulait répondre ou M. de Fonréau? Si je dis pas de bêtises, sans réglette, c'est qu'il n'y a pas d'entrée d'air. Par exemple, si on est dans une double flux, là, on met pas il faut pas qu'il y ait d'entrée d'air sur les fenêtres parce que il faut que le bâtiment soit étanche. Du coup, moi, je vais vous faire une réponse d'ancien menuisier. En fait, tout simplement, le menuisier, lui, il vous fabrique des fenêtres et vous pouvez avoir le cas où, en fait, vous allez avoir la même fenêtre, il va vous en vendre 3 parce qu'il y en a une qui va dans le salon, une qui va dans la salle de bain et une qui va dans la cuisine. Donc, le menuisier, ce qu'il fabrique, c'est une fenêtre. Et ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous savez indiquer directement au moment de la commande quelle fenêtre va se retrouver dans une pièce sèche et quelle fenêtre va se retrouver dans une pièce humide. Et dans ce cas-là, les réglettes sont installées en atelier. L'autre possibilité, c'est qu'on laisse le poseur prendre la responsabilité d'installer les réglettes. Mais comme vous expliquez, M. Fraisse, pour que la ventilation soit générale, on va mettre les réglettes dans les pièces sèches, donc la chambre, le salon, et dans les pièces humides, on ne va pas mettre de réglettes pour que la ventilation aspire l'air qui vient du salon en passant en dessous de la porte. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas systématiquement une réglette qui est installée sur la menuiserie. Alors, du coup, alors pour je vois qu'il y a une question qui est liée sur le rabotage des portes, qu'on appelle le détalonnage. Mise en demeure, là, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. J'imagine que oui, mais voilà, là, techniquement, enfin, juridiquement parlant, là, je ne saurais pas répondre.
Alors, on a une question peut-être que Monsieur Fraisse, vous pouvez répondre. Que se passe-t-il s'il y a de l'amiante dans les conduits? S'il y a de l'amiante dans les conduits, ben, la ventilation à basse pression dans ce cas-là est vraiment, comment dire, optimale, puisqu'en fait, on ne vient pas, si vous voulez percer les conduits, les dégrader, donc dégager, comment dire, diffuser de l'amiante dans l'air ambiant. Donc, nos solutions sont pour ça optimales, puisque souvent, si vous voulez, il y a une dalle autour de la souche qui permet d'installer un extracteur. Et on ne vient pas du tout, voilà, exercer quelque pression que ce soit sur les conduits eux-mêmes, ni les percer, voilà, ni les dégrader. Donc, voilà. Mais sinon, si ces conduits doivent être percés, s'il n'y a pas d'autre solution, dans ce cas-là, il faut les déposer ou choisir d'autres conduits présents dans le bâtiment, essayer d'en trouver d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, différence entre hydro et hygroréglable. Je pense que là, c'est juste sémantique, hein, à ma connaissance. Ouais. Oui, oui. C'est la même chose, quoi. Alors, le percement dans les murs. Si on est sur des solutions de VMC individuelles, le percement dans les murs, c'est quel diamètre? Je ne sais pas s'il y en a. Peut-être Monsieur Fraisse, c'est plus votre expertise là. Non, pour les VMC individuels, non, pas trop, non, justement. Mais je pense qu'on est entre du diamètre 80 et du diamètre 125, mais je parle là sous l'autorité de monsieur de Fonréau qui a plus l'habitude de la VMC individuelle. Voilà, l'entreprise que j'ai consultée très récemment me proposait 80 mm et 100 mm pour l'individuel. D'accord. Donc ouais, alors effectivement, c'est des trous. Alors j'ai hésité à vous mettre une photo de la machine dans la présentation, mais c'est des machines qui sont assez grosses, hein, évidemment, ça ne se fait pas avec une perceuse. Donc d'où l'intérêt aussi de le faire depuis l'échafaudage dans le cadre d'une rénovation globale. Et pardon, je vous ai coupé, monsieur Fonréau, je crois que vous vouliez dire un truc. Non, en fait, il y a différents. Je pensais juste à un détail, c'est que il y en a des rondes il y en a des sphériques, il y en a des ovales. Et en fait, ça peut être assez intéressant la ovale dans le cadre du projet où je veux créer les gaines dans la façade, dans la surépaisseur. En fait, ce qu'on aimerait bien éviter, c'est d'avoir à faire des gaines, en fait, faire une surépaisseur de la surépaisseur. C'est-à-dire d'avoir notre isolation qui fasse à chaque fois un petit U et on ne veut pas que ce soit visible. Donc, vu qu'à la base, on voulait mettre que 15 cm d'isolant, je pense maintenant peut-être mettre 20 cm, comme ça on sera un peu plus performant. Et là, on m'a proposé des gaines qui font 8 cm, enfin 80 mm. Et dans ces cas-là, je me dis que si il me reste, donc ça veut dire 12 cm pour mettre de l'isolant et l'enduit. Bon, bah, c'est pas les 14 réglementaires pour l'ensemble de la façade, mais je pense qu'on peut réduire à ce niveau-là, juste devant les gaines. Mais au moins, au moins esthétiquement, c'est mieux. Et le fournisseur avait l'air de dire que ça peut tirer, quoi. Il y a pas de souci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question? Pourquoi faut-il absolument une ventilation motorisée, Monsieur Fraisse? Est-ce que vous voulez revenir sur ce petit point? Je pense que vous en avez déjà un peu parlé. Oui, j'en ai parlé. Écoutez, dans l'idéal, c'est sûr que si l'on pouvait se passer de ventilation mécanique, ce serait parfait. C'était comment dire la vision des constructeurs à l'époque. Mais voilà, on s'est rendu compte avec les années que la ventilation naturelle n'était pas suffisante, qu'elle était trop variable, trop sujette aux conditions, à la variation des conditions météo, et donc que par moment, soit on sous-ventilait, soit on surventilait, et qu'on avait besoin de maîtriser un peu ces flux-là, voilà, ces débits. Donc on a besoin de mécaniser la ventilation, au minimum quand les conditions naturelles ne sont pas suffisantes. Alors, il y a beaucoup de questions. Ouais, on va en prendre encore quelques-unes et
Ce qui est Alors, juridique, technique intéressante, hein, là, mais après, ce qui est très juridique, l'article G du décret 2010 permet le vote de travaux d'intérêt général, même privatif. C'est pas vraiment une question, hein, c'est plutôt une. ouais, en fait, ouais. Là, malheureusement, alors c'est l'article F maintenant, je crois, parce qu'il y a eu une petite modification. Enfin, non, d'ailleurs, non, H, c'est du coup. enfin, c'est la loi de 65. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il y a un manque de synchronisation entre deux textes de loi. La loi qui régit l'organisation de la copropriété, la loi de 1965, elle a été modifiée par la loi Elan de 2019 et la liste des travaux privatifs d'intérêt collectif a été supprimée, laissant penser que n'importe quel travail, enfin, n'importe quel travaux privatifs pourrait être imposé par l'Assemblée générale. Malheureusement, il y a un autre texte qui entre en concurrence, qui est l'article 173-9 ou 10, je ne sais plus, du Code de la construction d'habitation, et qui, lui, a maintenu cette liste des 4 éléments d'intérêt privatif qui pouvaient être votés par le collectif. Et ça concerne les radiateurs, les systèmes de comptage individuels, les fenêtres et un quatrième que j'oublie systématiquement. Mais donc, la ventilation n'est pas dans la liste du code de construction de l'habitation, malheureusement. Après, s'il y a vraiment des côtés juridiques, on peut peut-être renvoyer aussi vers la DIL, Absolument, ouais. ouais, qui eux pourront peut-être être plus à même à répondre vraiment côté juridique et texte de loi. Alors, il y a une question, peut-être Monsieur Fraisse ou Monsieur Fonrero, en cas de choix d'une ventilation collective, comment est traitée l'adaptation des entrées d'air extérieures sur les fenêtres existantes? Enfin, ça revient un peu à la question sur les fenêtres aussi, si les mortaises sont faites en atelier ou pas. Dans ce cas-là, effectivement, il faut anticiper et consulter les entreprises en ce sens. S'il manque des entrées d'air dans certaines pièces, il va falloir faire ce recensement avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et puis prévoir un poste au niveau de l'entreprise pour pouvoir créer ces mortaises ou modifier s'il y en a qui sont existantes mais au mauvais endroit. Mais je rajouterais que si, par malheur, en fait, des copropriétaires auraient ou des fabricants auraient oublié d'installer des entrées d'air sur les fenêtres qui ont été installées avant la rénovation, il est aussi possible de créer des entrées d'air murales. C'est un peu plus coûteux, c'est un peu plus embêtant à mettre en œuvre, mais ça se fait tout à fait. Enfin, ça se fait bien, hein, surtout dans le cadre d'une rénovation globale où il y a une isolation thermique par l'extérieur et tous les corps d'état sont là pour pouvoir le faire. C'est plus embêtant si on oublie y compris cette entrée d'air murale là, pour créer des entrées d'air par la suite. Une question, alors là, peut-être Monsieur Fraisse, ça va vous parler. Les odeurs de cuisine des voisins se répandent-elles chez les autres voisins? Idem pour les virus. Et il y a une question similaire aussi. Après, un copropriétaire a rénové son appartement et depuis, dans la salle de bain, il y a des odeurs de cuisine et de salle de bain. Et la ventilation est naturelle. Immeuble de 63, 8 étages. Alors logiquement non, les odeurs ne doivent pas se transmettre d'un logement à un autre. C'est comme pour le bruit, les conduits sont faits pour éviter ces transmissions-là. Mais bon, il y a pu avoir des dégradations naturelles des conduits au fil des années, ou voilà des dégradations involontaires suite à des travaux. Je pense que là il faut mener une petite investigation, mais en tout cas. Je dirais que intrinsèquement, non, les conduits sont faits pour éviter ces transmissions-là de bruit et d'odeur. Mais justement, moi, enfin, ça va paraître bizarre parce que je me pose un peu la même question. Mais moi, j'ai vécu dans un moment dans un immeuble avec des conduits collectifs et effectivement, je sentais les odeurs de cuisine de mes voisins. Et donc là, pour ce projet que je présentais, c'est aussi une des raisons pourquoi on a essayé de favoriser des gaines séparées individuelles, mais un process collectif, en se disant là, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de mélange d'odeurs. Parce qu'il y avait aussi un autre paramètre qui nous inquiétait, c'était que si on était sur sur du pur collectif avec
un conduit qui était, voilà, un seul conduit qui était relié à tous les appartements. C'est que dans le cas où on a un locataire, par exemple, qui bouge ses grilles de ventilation, que ça perturbe l'ensemble de la ventilation. Et donc, on est arrivé à cette solution où on fait des plus petites gaines individuelles, mais gérées collectivement. Donc, après, moi, je suis pas technicien, donc je sais pas ce que vous en pensez, hein, Monsieur Fraisse. Non, non, je pense qu'à partir du moment où la ventilation mécanique bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait des transmissions d'odeur. Hein. L'autre sujet, c'est quand même le prix au final. Et c'est vrai qu'installer des solutions de ventilation individuelles, ça revient beaucoup plus cher à chaque copropriétaire que d'installer une solution collective. Donc c'est quand même un critère qui, voilà, c'est toujours pareil. Hein, on en revient souvent à ça aussi. Une ventilation collective, elle est amortie, elle est répartie beaucoup plus facilement qu'une solution individuelle. Donc il y a aussi ça, voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. Mais je dirais que si vous constatez des problèmes de communication, il faut quand même lancer une investigation. Après, par expérience aussi, je sais que souvent ces questions de remontée d'odeur, tout ça, ça peut cacher des troubles, des problèmes de voisinage aussi en général. Mais c'est mon analyse personnelle. Oui, il y a quelqu'un qui témoigne aussi du fait que… Ah, pardon, allez-y. J'allais dire que, enfin, moi, ce que je vois dans cet immeuble-là, c'est aussi toujours les propriétaires qui se disent, en fait, enfin, entre le propriétaire occupant qui se dit, OK, moi, je vais bien ventiler, et le propriétaire bailleur qui a l'inquiétude que son locataire bouche les grilles. Et il y avait aussi ça, le fait, dans un moment, on s'était dit, si on met de l'individuel, le problème, c'est que on peut aussi la désactiver. Si c'est avec un contact électrique, au moins la collective, eh ben, elle est là, elle est en place et on peut rien faire. Bon, la seule chose qu'on peut faire, c'est boucher la grille. Après, moi, j'ai tendance à dire, oui, mais enfin, après, les gens, ils ont envie de vivre de manière correcte et une fois qu'ils se rendent compte qu'il y a des moisissures et que c'est pas sain, les personnes ne vont pas forcément boucher les grilles. Mais il y a aussi, psychologiquement, je pense qu'il y a beaucoup à travailler sur la ventilation. Oui. D'où les propositions qu'on faisait, notamment de faire des campagnes de mesure. Ce qui est difficile en copropriété, c'est qu'il y a un ressenti psychologique de chacun qui peut être différent entre ceux qui ont trop froid, trop chaud, ceux qui considèrent qu'ils ouvrent suffisamment leurs fenêtres et qui ne voient pas l'intérêt d'installer une ventilation. Et parfois, mettre des capteurs pour avoir des chiffres là-dessus, c'est un peu moins discutable en assemblée générale. Et effectivement, sensibiliser les habitants, leur expliquer pourquoi le choix a été fait de mettre une ventilation, à quoi ça sert, comment ça s'entretient, essayer d'expliquer tous ces arguments pour pas qu'ils aient l'impression que c'est inutile et que ça sert à rien. Je propose qu'on prenne une dernière question et puis après, on va arrêter. Alors, il y a effectivement des questions. Donc là, sur les odeurs et tout ça, on en a déjà pas mal parlé. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions que vous voyez que vous souhaitez prendre? Moi, je peux juste prendre la première. Il y a une personne qui s'inquiète de la non-motivation des propriétaires bailleurs pour participer à un effort de rénovation énergétique dans une copropriété. Et donc, qu'en est-il de l'avenir légal de la rénovation dans les 5 à 10 ans? Donc là, nous, c'est un sujet à l'Agence parisienne du climat qu'on maîtrise bien parce qu'on a énormément d'appels actuellement de part des propriétaires bailleurs qui sont concernés. La loi climat résilience qui a été votée en juillet 2021 a mis en place une interdiction de mise en location de passoires thermiques. Donc, il y a beaucoup de bailleurs qui, du coup, se retrouvent obligés de se saisir des questions de rénovation énergétique et qui vont être plutôt intéressés et motivés par des dynamiques de copropriété. Donc là, pour vous dire, dans le bâti ancien, des passoires thermiques, dans du haussmannien non isolé, on est très souvent dans des mauvaises notes, et en particulier quand on est chauffé avec du chauffage électrique qui dégrade la note du DPE. Donc voilà, nous, notre ressenti côté Agence parisienne du climat et Coach CoPro, c'est que les bailleurs
vont être un peu plus intéressés par les questions d'économie d'énergie qui, effectivement, en copropriété, peuvent être revendiquées plutôt par les gens qui y habitent et qui concrètement sont concernés par la rentabilité des travaux. Une dernière question peut-être. Alors, il y a une question très technique, c'est peut-être un collègue architecte. Existe-t-il des conduits à double canal concentrique pour chemiser les anciens boisseaux pour la ventilation double flux dans l'haussmannien? Là, je ne sais pas si on a, je ne pense pas qu'on est les spécialistes de cette question-là. Non, mais je ne pense pas que ça existe. D'accord. Non, je crois pas. C'est une bonne idée d'ailleurs. C'est une très bonne idée. Mais je crois que ça demanderait peut-être des conduits, justement des conduits qui seraient peut-être trop importants pour rentrer dans les conduits existants. C'est fort possible. Alors, il y a des questions sur la double flux, mais je vous avoue que la double flux, c'est quand même très, très rare en copro, en rénovation. Donc, Non, mais c'est bien d'y penser. Un jour, ça arrivera. il y a des questions juridiques aussi, mais là après, toutes les questions juridiques, c'est plutôt la spécialité de la DIL. Ouais, vraiment contacter la DIL 75. Côté juridique, ils pourront vous répondre bien plus facilement que nous. Ok. Il y a juste une question là. Si j'ai une ventilation simple flux en copropriété et que j'ai des fenêtres double vitrage récentes sans réglette, est-ce suffisant d'ouvrir régulièrement les fenêtres pour aérer les pièces sèches? En tout cas, s'il y a une simple flux, c'est déjà bien, mais par contre, il faut quand même faire des trous dans les fenêtres pour que l'air puisse rentrer. Hein. Et installer des entrées d'air, parce qu'en effet, oui, les avis techniques de fabricants ne sont valables que si tous les composants sont installés. C'est le conseil scientifique du bâtiment qui le veut, qui l'impose. Et ces avis techniques, leur respect absolu est nécessaire pour obtenir les certificats d'économie d'énergie et également toutes les aides qui peuvent être associées à la rénovation énergétique. Donc, il faut absolument que vous ayez à la fois les entrées d'air, les bouches d'extraction et la partie en toiture du système. Oui. Très bien. Ben, parfait, je vous propose qu'on arrête maintenant. Merci beaucoup à nos deux intervenants du jour. Merci à vous aussi. Merci à tous. Merci d'être beaucoup. venus. Merci d'être aussi venus si nombreux. On a eu vraiment beaucoup d'inscriptions là pour ce webinaire. Et voilà, pour le prochain webinaire, ce sera jeudi prochain. Je ne me souviens plus de l'heure, mais le thème, ce sera un webinaire, donc Solutions Pro, qui est un petit peu plus technique et un peu plus orienté vers le milieu professionnel, donc les architectes, les bureaux d'études. Et la thématique, ce sera d'aborder les différentes énergies qui peuvent exister pour chauffer les copropriétés. Donc, pour les copropriétés en chauffage collectif qui devraient changer de chaudière, on va essayer de faire un tour d'horizon des différentes énergies qui existent et des différents types de chaudières qui existent. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à vous beaucoup, également. bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.